Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce sont bien entendu les deux informations dramatiques venues de Turquie cette nuit qui forment les titres de cette édition de la mi-journée. Le meurtre du consul israélien M. Elrom et puis le tremblement de terre qui a ravagé la partie est de la Turquie. On dénombre déjà plus de 1000 morts. Commençons par le consul israélien M. Elrom, dont vous voyez la photo derrière moi. Il avait été enlevé lundi dernier par une organisation d'extrême gauche turque. Quelques heures après l'enlèvement, les ravisseurs réclamaient la libération de tous les prisonniers politiques turcs en échange de la vie du consul. Mais tout de suite, le gouvernement d'Ankara avait répondu non, nous ne traitons pas, nous ne négocions pas avec des brigands. La police d'Ankara avait entamé des recherches systématiques et procédé à un certain nombre d'arrestations pendant que l'épouse de M. Elrom réclamait, suppliait les ravisseurs de lui rendre son mari. Hier samedi, un couvre-feu général a été décrété dans Istanbul et la police a commencé la fouille de tous les appartements et des maisons de la ville. Mais peu après le début de l'opération, le concierge d'un immeuble a appelé la police en lui signalant la présence d'un corps dans un appartement ouvert. Ce corps était celui de M. Elrom, main liée derrière le dos, abattu d'une balle dans la tête, sans doute quelques heures après le terme de l'ultimatum jeudi. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que 4 hommes et une femme avaient loué cet appartement il y a 6 semaines, un appartement qui se trouve d'ailleurs non loin du consulat d'Israël. D'après certaines informations, les policiers turcs auraient arrêté une jeune fille qui accompagnait les ravisseurs. M. Elrom est le 4e diplomate, avec 2 Américains et l'ambassadeur ouest-allemand, M. von Spreti, à être victime de mouvements révolutionnaires depuis 3 ans. Voyons maintenant le tremblement de terre en Turquie. Il s'est produit vers 6 heures du soir hier. Selon les premières estimations, je vous l'ai dit, il y a maintenant 1000 morts. Plusieurs villes d'Anatolie auraient été plus ou moins détruites. Stéphane Paoli. Les 2 villes les plus touchées par ce tremblement de terre, Bingöl et Gink, se trouvent sur l'épicentre de la secousse, à 600 km d'Ankara. À Bingöl, 80% de la ville a disparu. À Gink, il ne reste rien. Il y a 10 jours, et ce film le montre, un tremblement de terre avait déjà ébranlé cette région, mais il s'était produit à une heure où tous les paysans étaient aux champs et il n'avait été que peu meurtrier. Hier soir, en revanche, tout le monde était chez soi au moment des premières secousses, et ce matin, on a déjà dégagé 500 morts. Le Croissant Rouge s'attend à ce que le nombre des victimes dépasse 1000 morts et plusieurs milliers de blessés. Le séisme d'hier a été particulièrement violent, 6,8 sur l'échelle de Richter, c'est-à-dire 4 fois supérieur au séisme d'il y a 10 jours. En 1966, cette région avait déjà été ravagée par un tremblement de terre qui avait tué 2000 personnes. Ce matin, les secours s'organisent, mais cette région est d'un accès difficile et elle semble depuis hier totalement privée d'électricité. Dans les affaires françaises, d'abord la disparition de M. René Nicoli. M. Nicoli était l'administrateur général des théâtres lyriques nationaux. Il a succombé hier soir à son domicile parisien d'une crise cardiaque. Il était âgé de 64 ans. M. Nicoli avait été le fondateur en particulier des Jeunesses musicales internationales. Les syndicats des personnels des théâtres nationaux qui étaient en négociation avec M. Nicoli ont décidé d'annuler pour l'instant toutes leurs manifestations. Renault, journée de pause. Demain matin, les syndicats vont exposer aux grévistes du Mans les modalités de l'accord intervenu vendredi soir. Le vote pour ou contre la reprise du travail aura lieu à bulletin secret en début d'après-midi de demain. En revanche, c'est aujourd'hui que les syndicats d'Usinor à Dunkerque demandent au personnel en grève depuis le 18 mai de se prononcer sur les propositions faites par la direction. Enfin, je vous signale que M. Pierre Armand a été réélu hier soir à La Baule, président de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. M. Hiss, le Premier ministre britannique, va passer un rude dimanche. Il va le passer sa journée avec ses ministres pour essayer de préparer l'intervention qu'il va faire demain aux communes pour faire le rapport de sa visite à Paris. Le président Georges Pompidou, lui, va passer une journée plus agréable puisqu'il part en Belgique en compagnie de son épouse à l'invitation du roi Baudouin et de la reine Fabiola. C'est la 4e visite officielle du président Pompidou à l'étranger. La dernière visite d'un président français en Belgique remonte à 1929, date à laquelle Gaston Doumergue avait été accueilli à Bruxelles par le roi Albert. Entre-temps, M. Coty, vous vous en souvenez peut-être, est allé visiter l'exposition internationale en 1958. Dans une interview à la télévision belge, le président Pompidou a fait vendredi soir une sorte de bilan des relations entre la France et la Belgique, un bilan aussi de ce qu'il reste à faire pour améliorer la vie quotidienne des Français et des Belges qui vivent de part et d'autre de la frontière. En voici d'ailleurs un passage. Je pense aussi que sur le plan économique, par exemple, les liaisons
pourrait être mieux organisé. Je pense à ce que nous avons l'intention de faire, c'est-à-dire le raccordement des autoroutes du système autoroutier français au système autoroutier belge, la construction éventuelle d'un pipeline qui rejoindrait les ports français à Liège et à sa région économique. Voilà des moyens comme d'autres. Les investissements également des deux côtés de la frontière peuvent se multiplier plus qu'ils ne le font à l'heure actuelle, encore qu'ils soient déjà importants, notamment d'ailleurs des investissements belges en France. Mais je pense que les investissements français en Belgique devraient s'accroître. Et enfin, sur le plan politique, au fur et à mesure que l'Europe progressera, nous serons amenés forcément à avoir des contacts de plus en plus étroits et une politique de plus en plus parallèle, concertée. Noël de Winter, vous êtes l'un des chroniqueurs de la RTB, merci d'être venu en coup de vent à Télémidi. Que pensent les Belges de cette visite du président Pompidou? Eh bien, ils l'attendent comme un événement, bien sûr. Déjà, à Bruxelles notamment, les drapeaux français sont nombreux dans les rues et tout autour du parc de Bruxelles, devant le Palais Royal, où vont loger le président et Madame Pompidou. En Belgique, on attend le président Pompidou sans plus se poser de questions, comme celle, par exemple, qui s'est précisément posée naguère lorsque l'on a voulu voir une possibilité d'impact sur les problèmes linguistiques de la visite d'un chef d'État français. D'aucuns ont d'ailleurs vu là, à l'époque, la raison pour laquelle le général de Gaulle n'a pas été invité à rendre la visite qu'avait faite à Paris en mai 1961 le roi Baudouin et la reine Fabiola. Il y avait eu le « Vive le Québec libre ». Pour l'instant, de telles questions ne se sont pas posées et dans tous les commentaires publiés jusqu'à présent, l'on voit dans cette visite celle d'un chef d'État, bien sûr, mais surtout la visite amicale du roi bourgeois de la France, comme l'a écrit un hebdomadaire, l'hebdomadaire spécial. D'ailleurs, tous les portraits que la presse a tracés du président Pompidou, et ils sont nombreux, insistent sur le côté représentatif d'une certaine France, non seulement du président, mais du couple Pompidou. Dans les conversations officielles, il n'y aura guère de grands problèmes à débattre. Les relations franco-belges sont bonnes et M. Pompidou l'a dit lui-même dans les déclarations qui ont été publiées par le journal Le Soir. Je ne puis imaginer, a-t-il dit, la Belgique et la France autrement que liées étroitement l'une à l'autre. Les rapports franco-belges sont pour moi des rapports fraternels. Bonne relation aussi sur le plan commercial, puisque la Belgique occupe le deuxième rang des fournisseurs et aussi le deuxième rang des clients de la France. Autre chose, dans les propos de M. Pompidou, publiés par Le Soir, dont je parlais tout à l'heure, il y a une phrase sur la langue française qui est un lien entre tous ceux qui la parlent, phrase à laquelle, bien sûr, l'on a prêté une attention particulière en Belgique à cause précisément des problèmes linguistiques. Mais, comme le président a ajouté, la Belgique doit avoir un rôle important dans la francophonie, moins peut-être à cause de la place de la langue française en Belgique que parce que Bruxelles est le siège de la communauté européenne. C'est surtout, semble-t-il, sur le rôle européen du président Pompidou que paraît devoir se concentrer l'attention, surtout après les entretiens Yves-Pompidou. Et puis on reparlera aussi de l'Europe les 5 et 6 juillet, puisque le président Pompidou rencontrera à Bonn ces jours-là le chancelier Willy Brandt. Sport, Michel Drucker, les Stéphanois sont passés à côté de la catastrophe. Hier soir, ils ont fait match nul à Angers, de partout. Nous allons d'ailleurs en voir quelques images de notre station du Mans. Oui. Et après, nous donnerons tous les résultats enregistrés hier soir. Donc la parole à nos confrères du Mans. Saint-Étienne, sans Carnus ni Bosquier, a dû concéder le match nul hier soir à Angers sur un terrain gorgé d'eau. Les Stéphanois, qui jouent à gauche en maillot sombre sur votre écran, menèrent les premières attaques, mais dès la 3e minute de jeu, ils allaient encaisser un but. Une glissade de Derbin, Berdol récupère la balle, il s'y reprend à 2 fois pour marquer. Les Stéphanois étaient donc menés 1-0. Mais ils allaient réagir notamment sous l'impulsion de Keita, qui lui ne semblait pas trop gêné par l'état de cette pelouse glissante qui jouait un rôle très important dans cette rencontre. Keita, Beretta faillirent bien égaliser pour Saint-Étienne. Pour les Angevins, Guedos et Berdol eurent le but au bout du pied, mais il fallut attendre la 20e minute pour voir les Stéphanois marquer. À l'origine de ce but, un coup franc sur l'aile droite, il est tiré par Beretta, la balle va lui revenir. Il va centrer à nouveau et vous allez voir la tête de Keita. C'est donc l'égalisation, 2 minutes plus tard, un nouveau but pour les Stéphanois. Parison vient de centrer, la défense angevine cafouille et c'est Keita qui surgit. 2-1, ce sera le score à la pause.
En deuxième mi-temps, les Angevins ont changé de maillot. Ils ont maintenant des maillots plus sombres que ceux des champions de France. En cette seconde période, Mijon eut bien du travail. Les Angevins se montraient les plus dangereux. Mais après 75 minutes de jeu, les Stéphanois avaient préservé leur avantage et il fallut un coup franc pour qu'Angers égalise. Une faute, un coup franc à la limite des 18 mètres et c'est Kovacevic, le spécialiste, qui vient de marquer. 2-2, ce sera le score final d'un match qui fut très bon malgré la pluie. Keita, à 3 minutes du coup de sifflet final, allait bien marquer à nouveau, mais l'arbitre refusa ce but pour faute préalable du Malien. Donc score final 2-2. Marseillais. Oui, en effet, ce résultat nul arrange bien les Marseillais, car les joueurs de Marseille jouent seulement ce soir, à 20h30 chez eux contre Rennes, et en cas de victoire, eh bien, ils seront ce soir en tête du championnat avec un point d'avance sur Saint-Etienne. Les autres résultats de la soirée sont faciles à résumer. Tous les clubs qui recevaient ont fait match nul, à l'exception de Nancy et de Sedan. Les Nancéens ont battu Strasbourg 3-2. Strasbourg n'avait pas besoin de ça. Les Strasbourgeois sont maintenant seuls derniers de ce championnat. Quant aux Sedanais, ils ont écrasé le Red Star 5-0. Ça, c'est un résultat très important qui va peut-être permettre justement à l'équipe de Sedan de conserver sa place en première division. Nous reviendrons bien sûr ce soir en détail dans Sport Dimanche sur tous ces matchs. En judo, c'est un résultat intéressant. Le Français Guy Offray est devenu champion d'Europe hier des poids moyens à Göteborg. Clément est 3e. Et en basket féminin, la France a définitivement perdu l'espoir de remporter une médaille au championnat du monde de basket féminin qui se dispute au Brésil. La France a été battue par le Japon 68-67. Mais là, il y a un problème d'arbitrage. En effet, oui, les Français, et surtout l'entraîneur Joël Jeunet, s'est plaint en effet de l'arbitrage qu'il a qualifié de scandaleux à l'AFP. Joël Jeunet a déclaré hier soir: jamais je n'ai assisté à un arbitrage aussi partial en 30 ans de basket. Quant à M. Gondal, le chef de la délégation française, il a déclaré que c'est uniquement par respect pour les organisateurs et le public brésilien qu'il n'a pas retiré son équipe du terrain. Nous en arrivons aux principaux événements de ce dimanche, avec bien entendu en sport automobile le Grand Prix de Monaco, 3e Grand Prix de Formule 1 de la saison, qui va réunir cet après-midi vers 16h sur ce fameux circuit très spectaculaire de la Principauté les meilleurs pilotes du monde en Formule 1. Voici quelques images des essais. Le temps va jouer un rôle très important. Andretti, que vous voyez ici, en sait quelque chose. Andretti n'a pu se qualifier hier, il n'a pu réaliser un des 18 meilleurs temps de qualification et il a été éliminé. Il a été gêné considérablement par la pluie qui est tombée hier, vous le voyez, sur la Principauté. Beltoise, que vous avez aperçu, le voici, sur Matra, a été très brillant aux essais. Il a réalisé le 7e temps. Et il sera en 4e ligne cet après-midi sur la grille de départ. C'est une bonne position. Les deux pilotes les mieux placés seront Jackie Stewart et le Belge Jackie Hicks, qui ont été les plus rapides aux essais. Stewart, sur Tyrrell Ford, a bouclé le circuit monégasque qui développe, je vous le rappelle, plus de 3 km, en 1:23.2, ce qui représente la moyenne assez effrayante de 137 km. Stewart sera donc favori avec Hicks, mais il ne faudrait pas oublier Graham Hill, le doyen des pilotes de Formule 1. Il a 42 ans et il a déjà remporté 5 fois ce Grand Prix de Monaco. Retransmission en direct, 2e chaîne, 16h. Cyclisme, c'est la fin aujourd'hui des 6 provinces, avec probablement une victoire de Merckx, et un rugby à 13 cet après-midi à Toulouse, et en direct dans Télé Dimanche. Finale du championnat de France entre Saint-Estève et Saint-Gaudens. Hier, nous avons présenté dans Télémidi, information première Télémidi Saint-Estève, voici l'équipe de Saint-Gaudens qui sera elle aussi portée par de nombreux supporters venus de toute la région. C'est un reportage de notre station de Toulouse. Dans une seconde. Je pense que les images de Saint-Gaudens... Oui, c'est le magnétoscope, les fameuses 10 secondes. On va peut-être prendre le téléphone, on va savoir ce qui se passe. Allô? En effet, tout le Comminges attend avec impatience cette finale du championnat de France de jeu à 13 contre Saint-Estève. Saint-Gaudens s'est préparé avec le maximum de sérieux. L'équipe commingeoise s'alignera pratiquement au complet, une seule défaillance, celle de Rofast qui a été blessé, et les Commingeois espèrent beaucoup de cette finale. En effet, le championnat cette saison a été logique, c'est la finale entre le premier Saint-Gaudens et le second Saint-Estève, et je pense que les deux équipes sont en mesure de fournir un beau jeu sur le stadium municipal de Toulouse. Saint-Gaudens disputera sa 6e finale du championnat de France, la 3e finale consécutive. Saint-Gaudens a déjà le titre de champion de France et espère bien le défendre dimanche sur la pelouse toulousaine. Chef Lacoste, pour l'entraîneur, je pense que vous avez l'intention de défendre ce titre et de bien le défendre. C'est-à-dire que pour vous, peut-être, il y a eu une préparation particulière pour cette finale, non? Oui, il y a une préparation particulière comme les autres, car Saint-Gaudens en a fait 6 et 3 de suite. Nous avons acquis le trophée l'année dernière. J'ai entièrement confiance dans mes joueurs, qu'en point de vue technique, physique et moral, ils sont prêts.
Et je crois que dimanche soir, sans forfanterie, eh bien, dans le commun, j'en fêterai encore un nouveau titre champion de France de Saint-Gaudens, sans mésestimer toutefois la valeur de Saint-Estève, qui sera un rude adversaire, dont les qualités primordiales sont les gens de la race, et vont apporter à ce match un débat de couleur. Mais mes petits répliqueront et j'ai confiance en eux. Il y a du soleil dans cet accent. Voilà, Télé Midi est maintenant terminé. C'était l'essentiel des informations. Bonne journée